Bonjour à tous et bienvenue dans Entrepreneur Lambda, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs anonymes, passionnés et passionnants. Je suis Steven Pingon, modeste entrepreneur et accompagnant de start-up, et vous pourrez me retrouver chaque mois avec un nouvel épisode. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts ou Deezer pour être informé de l'arrivée de nouveaux épisodes. Je reçois aujourd'hui Maxime Dalluin, fondateur de Ride Control, le logiciel dédié à l'écriture de livres. Passionné de technologie informatique au caractère indépendant, Maxime a mené son projet en n'ayant qu'un seul objectif, sa liberté. Liberté de pouvoir suivre ses objectifs, liberté aussi de pouvoir déployer la techno qui le passionne, liberté enfin de maîtriser son destin. L'histoire de Maxime est passionnante, car elle est pleine de rebondissements, de décisions osées, risquées mais qui finalement ont payé, et ont fait de Ride Control le leader de son secteur. Si vous cherchez une histoire d'un technophile devenu entrepreneur, cet épisode est fait pour vous. Et si vous désirez nous donner un coup de pouce, laissez-nous un petit commentaire et parlez-en autour de vous, cela nous aiderait énormément. Enfin, si vous désirez retrouver quelques astuces d'entrepreneurs, allez faire un tour sur notre site entrepreneurlambda.fr, que je tâcherai de compléter au gré des épisodes. Bonne écoute! Salut Maxime, je suis super content de te recevoir dans ce podcast. Salut Steven. Ce que je te propose, une fois n'est pas coutume, c'est, avant de commencer peut-être ta boîte, c'est de te présenter en tant qu'humain. Et je te propose le pitch de ta société pour plus tard. Est-ce que ça te va? Ouais, c'est parfait. Alors moi c'est Maxime Dalluin, j'ai 34 ans, je vis dans les Vosges depuis bientôt 2 ans. Avant j'étais dans le nord de la France, tout comme toi. Et je suis pacsé avec ma conjointe depuis 1 an et on attend un heureux événement pour le mois de mars. Félicitations. Toi, t'as grandi dans quel environnement? Moi j'ai vécu dans un petit village du nord de la France, plutôt donc la campagne, euh, avec donc de la famille proche, mes grands-parents à côté, les oncles et tantes pas trop loin non plus, et avec l'école à 50 mètres de chez moi. Et comme terrain de jeu, les pâtures, les champs et les routes de campagne pour faire du skateboard. Ouais, donc une vision, la joie la joie du petit village, quoi. T'as grandi dans quel environnement professionnel? Tes parents faisaient quoi? Alors, ma mère, elle a été, entre guillemets, conjointe collaboratrice de mon père. Mon père tenait et tient toujours un garage de mécanique générale avec de la soudure, de la chaudronnerie, du tournage-fraisage. Donc mon père, c'est un peu un touche-à-tout de la mécanique. Et ma mère, donc elle s'est occupée de mon frère et moi. J'ai un grand frère de 9 ans de plus. Et par la suite, elle était aide ménagère pour personnes âgées. Donc un milieu social plutôt, je dirais, simple, avec pas de très hauts revenus, mais une vie familiale très saine et très bonne. Ton père a malgré tout créé une belle affaire, je crois, en tout cas, alors pas du tout dans le domaine de l'innovation, mais dans le domaine de la mécanique. Ouais, mon père, c'est un fan de méca, c'est un géo trouve tout. Donc il n'a pas vraiment fait de grosses études, il a arrêté très jeune. Euh, et il a toujours été passionné de moto, c'est un rocker, il fait de la guitare. Et il aime bien démonter des motos, les retaper, plein de choses comme ça. Mais donc sa vie est dans le garage. Et moi quand j'étais petit, il avait une entreprise donc de mécanique générale. Il était en fait prestataire pour des grosses sociétés, notamment Alstom dans le domaine du transport. Et donc il est très occupé. Il avait 5-6 employés à gérer, des ouvriers, ou de préparer le travail. Il était à la fois au bureau et dans l'atelier. Et donc je le voyais assez peu. Ouais, donc toi, tu as connu l'entrepreneuriat à la dure, quoi, de la petite TPE qui essaie de s'en sortir face à un gros donneur d'ordre. C'était ça la vision que tu avais jeune de la création d'entreprise. Ouais, c'était pas une vision très positive parce que mes parents ont eu des gros problèmes financiers. Mon père a fait une liquidation. Et parce qu'en fait, il a commencé son entreprise en début des années 90. Et bah, il y a eu toute la vague de délocalisation de l'industrie, le fait de produire des pièces à l'étranger plutôt qu'en France. Et donc moi j'ai vu progressivement le tissu industriel local disparaître.
Et du coup, j'ai vu mon père avoir beaucoup de difficultés pour finir les fins de mois. Et donc, ouais, on a eu des périodes un peu compliquées où le frigo était pas toujours très plein et j'avais pas les dernières Nike. Mais malgré tout, j'ai quand même eu une enfance super bonne et j'ai jamais manqué de rien. Mais j'avais pas forcément de grands moyens financiers à disposition. Et du coup, ta passion, c'était la mécanique, forcément, alors. Bah non, pas du tout. Je suis vilain petit canard. Mon frère, c'est un fan de mécanique. Il travaille justement pour Alstom aujourd'hui. Il démonte souvent des voitures. Il fait pas mal de choses de ses mains. Et bah moi, j'ai développé plutôt une opposition systématique dans mon enfance à ce domaine. J'aimais pas aller dans le garage. J'aimais pas aller dans la graisse et dans le froid. Je préférais être chez moi ou aller jouer avec mes copains. Et donc, pendant un moment, j'étais un peu vu par mes parents comme un enfant qui se demandait ce que j'allais faire par la suite, quoi. Parce que je ne suis pas forcément le chemin tracé par le paternel. Ok. Et un jour, c'était le premier déclic de ta vie, quelque chose est arrivé dans le foyer, et là, ça change, on peut le dire, ça a changé ta vie pour la première fois, quoi. Ouais, ça change un peu, ouais. En gros, mon frère, dans le cadre de ses études, qui sort du lycée, il rentre dans un DUT mécanique à Valenciennes. Et pour favoriser la réussite de ses études, il s'est acheté un ordinateur. C'était à l'époque du début de l'Internet, donc je dirais peut-être en 2000, 2002 à peu près. Et donc il s'achète un ordinateur avec l'écran, la tour, la grosse imprimante. Et j'ai la chance de pouvoir y accéder. Enfin, m'autorise à y aller. Et puis bah, j'aime bien aller, dans un premier temps, jouer à des jeux de stratégie, planifier des... Enfin, pas mal de jeux avec la planification. Donc on sent un peu à ce moment-là peut-être un développement d'un goût pour la stratégie, la vision long terme, plutôt que l'immédiateté. Et donc ouais, se crée petit à petit là un goût pour l'usage de la technologie. Mais rien de... pas d'ambition à long terme sur le plan professionnel à ce moment-là. Je suis beaucoup trop jeune. Et du coup, oui, avançant dans ta jeunesse, quelle ambition tu avais? Est-ce que tu en avais une ou parce que finalement, tu laissais la vie t'emmener Non, j'avais j'avais j'ai toujours eu une certaine curiosité intellectuelle, je dirais, pour pas mal de choses, que ce soit de l'histoire, de la science, euh, des reportages. Je me rappelle qu'à 13-14 ans, j'écoutais des débats, je regardais des débats politiques, 23 heures. J'avais la télé dans ma chambre, j'avais accès à tout, sans limite. Donc j'ai appris très tôt à devoir me gérer. En tout cas, j'ai vu les conséquences tout de suite d'un usage un peu trop important soit de l'ordinateur ou de la télévision. Ce qui m'a permis peut-être plus tard de me gérer moi-même. Ça peut être contre-productif, peut-être d'être trop encadré. Et non, pas d'ambition particulière. L'idée c'était, bah, je réussis à passer à ne pas redoubler, à avoir la moyenne et un petit peu plus éventuellement. Mais je cherchais pas forcément à être le meilleur de la classe. Moi, ce qui m'intéressait, c'était aller jouer au foot avec mes copains à la cour de récré, jouer à cache-cache, jouer à trap-trap. Et puis rentrer chez moi, goûter, regarder mes dessins animés. Il n'y avait rien de très ambitieux dans tout ça. Bon, il y a quand même fallu que tu avances dans la vie. Ouais, du coup, bah, on arrive au stade du collège, du lycée. Le lycée, ça commence à être un petit peu plus. Le niveau commence à être un petit peu plus élevé. Il y a peut-être une conscience du besoin de travailler et de s'investir pour réussir quelque chose. Donc, je pense que j'ai eu une maturité sur le plan de mon ambition qui était progressive. Et donc, après, petit à petit, il a fallu s'orienter. Et c'est là que j'ai fait le choix de m'orienter vers l'informatique, puisque c'était un domaine qui me plaisait, mais sans vraiment trop savoir où est-ce que j'allais, quoi. Donc, tu as commencé par le DUT, c'est ça? Ouais, donc non, même pas, non. J'ai été à l'université parce que mon ex-conjointe ne pouvait pas accéder au DUT, on voulait faire nos études ensemble. Et du coup, bah, j'ai choisi d'aller à l'université de Valenciennes. Alors, j'avais pas forcément de grandes ambitions non plus pour mes études. J'avais pas forcément le niveau, les notes pour aller dans des grandes écoles, des prépas. J'étais dans les mauvaises classes, j'étais bon, mais dans les très bonnes, j'étais le plus mauvais. Donc j'ai jamais trop su me situer, que ce soit socialement.
J'étais copain plus avec les basses classes qu'avec la bourgeoisie, mais j'avais les bons résultats, donc j'avais du mal un peu à me situer. Et du coup, arrivent les études supérieures, tu as décidé de faire quoi? Donc ouais, à ce moment-là, je décide donc de faire de l'informatique. J'ai pas forcément les moyens de m'installer, de prendre un appartement. Donc je décide d'aller à la fac à côté de chez moi. À ce moment-là, vu que mes parents avaient pas beaucoup d'argent, j'étais boursier échelon 5. Donc je payais pas de loyer, je profitais de mes bourses, enfin, je les mettais de côté. Et puis je fais mon petit cycle d'études, première année, deuxième année, licence, master. À ce moment-là, j'hésitais encore pour devenir prof de physique, parce que j'aimais bien la physique. J'aimais bien l'idée de devenir professeur, enfin en tout cas prof de lycée ou collège. Il y avait un cursus à l'Université de Valenciennes qui permettait d'avoir une licence partagée avec les mêmes cours. Du coup, les première et deuxième année, c'était un tronc commun, et donc ça me permettait moi de savoir si j'allais me diriger vers de la physique, la science un peu plus brute, ou l'informatique. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la programmation. Euh, J'arrivais à passer des heures et des heures sur des projets. Je me suis rendu compte aussi que la façon de travailler à l'école ne me convenait pas forcément. En fait, j'ai des problèmes de concentration. Je pense que j'ai été un TDAH avant l'heure, enfin avant que ce soit. Il y a eu des mots autour de ça. Et donc beaucoup de problèmes de concentration. Je dois travailler plus que les autres pour arriver au même résultat. Mais par contre, quand il y a des projets concrets et que je me concentre à fond sur quelque chose, j'ai une capacité de travail, je dirais pas hors du commun, mais qui sort de la norme. Et je peux travailler des heures et des heures sur un sujet précis. Je pense que c'est ça qui m'a un peu aidé dans le développement de Relay Control. Parce que je me suis lancé dans un projet un peu trop ambitieux, je pense, par rapport aux moyens que j'avais. On y reviendra. Et tu me disais, pour la petite anecdote, que ce choix d'études plutôt, technologiques, scientifiques, c'était, aussi parce que tu étais pas littéraire, quoi. Ce qui est assez rigolo, voyant ton parcours de maintenant. Non, ouais, j'ai développé une plateforme d'écriture pour écrire des romans, et en fait, j'ai jamais trop apprécié la lecture. J'ai apprécié quand j'ai lu, mais l'acte de prendre le bouquin et me mettre à la lecture, c'est pas forcément un acte naturel, ça demande un effort. Et puis aujourd'hui, en fait, je crée des solutions pour les gens qui aiment la littérature. Donc ouais, c'est un peu rigolo. Mais au final, je pense que j'étais pas forcément assez mûr à l'époque, et que j'ai pas forcément eu peut-être l'environnement culturel pour ça, j'en sais rien. Mais je me sentirais peut-être plus prêt aujourd'hui à découvrir des œuvres et des choses comme ça, surtout que c'est une thématique qui m'intéresse davantage aujourd'hui puisque j'ai approfondi la question. Et pendant tes études, du coup, est-ce que tu as eu des projets perso ou des choses qui pourraient, se relier à de l'entrepreneuriat? Ouais, en fait, j'ai dirigé une asso de sport dans mon village, justement. Bon, suite à différents événements, je me suis retrouvé président de cette asso. Et, euh, et il fallait organiser des événements pour financer à la fois les assurances, mais aussi les choses qu'on avait envie de faire au niveau de l'asso. Et, euh, L'objectif, c'était d'organiser une course à pied. Donc on a organisé une course à pied pendant 2 3 ans avec environ de 300 à 600 participants. Moi, comme j'étais dans un cycle de développement, pour devenir informaticien, développeur, ingénieur en informatique, ça me bottait bien de créer moi-même mon système de gestion de course à pied. Et en fait, du coup, j'ai créé un logiciel dédié pour l'assaut. C'était assez délicat parce que j'étais à la fois, enfin, j'avais un rôle important dans l'assaut, et je devais développer un logiciel comme un prestataire. Donc à un moment donné, c'est plus des personnes autour de moi, des personnes plus âgées qui géraient l'assaut en tant que tel, et moi je me consacré au logiciel. Et donc le logiciel a servi, donc il y avait un lecteur de code barre qui bipait chacun des participants à l'arrivée et qui permettait d'établir un classement. Tout était relié à une base de données, et il y avait une sorte de secrétariat au début de la course qui permettait d'enregistrer les coureurs. Et donc les coureurs avaient leur classement automatique à la fin de leur temps. Bon, c'était mon premier projet. Si je reprends le code aujourd'hui, c'était codé avec les pieds. Et il y a eu quelques frayeurs pendant la compétition où j'ai eu
des erreurs, des exceptions pendant le passage des coureurs. En fait, j'avais relié le lecteur de code barre à une entrée sur le clavier. Et par contre, à un moment donné, je me suis, par erreur, j'ai été un peu sur Internet pendant la course. Sauf qu'en cliquant ailleurs, je suis sorti du mode édition où mon lecteur de code barre bipait. Donc en fait, pendant 5-6 coureurs, il n'y avait plus rien qui bipait, quoi. Parce que j'avais quitté. Enfin, donc après, il a fallu tout remettre en ordre. Ça a pris un peu de temps. Enfin, les premières frayeurs. Donc c'est là qu'on fait ses armes et qu'on on se dit, bon, il va falloir tout préparer à l'avance et tout envisager les scénarios pour éviter le moindre problème pendant ce genre d'événement où il faut que tout fonctionne parfaitement. Alors, t'as fait comment? Tu leur as attribué une bonne place, j'espère, à ceux que t'as lésés? Maintenant, en fait, on avait pris la sécurité d'empiler tous les dossards, enfin, oui, les dossards avec le code barre, sur un pic pointu, dans l'ordre. Et donc, du coup, on n'a pas perdu, on avait une sécurité papier, en tout cas physique, de l'ordre d'arrivée des coureurs. Et donc, j'ai repris une fourchette de temps et j'ai intercalé les coureurs en inventant à la seconde leur temps d'arrivée, quoi. Mais bon, comme c'est de la course à pied de 30, 1 heure, c'est pas grave s'ils perdent ou gagnent 1 seconde sur leur temps, quoi. Eh ben, bravo. On a un petit peu triché. Le secret est avoué aujourd'hui. Bon, malgré cette sécurité dans ta façon de coder, t'as quand même su trouver du travail ensuite? Oui, alors, moi je viens d'une classe sociale plutôt ouvrière. Et donc on arrive un peu en fin de cycle d'études, master, on doit trouver un stage de 6 mois. Et donc la famille de mon ex-conjointe a été pour moi une sorte de tremplin où j'ai pu voir un autre univers. C'était genre un petit peu plus aisé en tout cas par rapport à ma famille. Et donc ça m'a permis aussi d'avoir une vision un peu plus large. Moi je serais resté je pense dans mon coin sur Valenciennes. Et à l'époque donc le frère de ma conjointe était avait fait le même cycle d'études que nous, mais avait été sur l'île pour rejoindre une grande société de services en informatique. Et donc ça m'a ouvert des... En tout cas, ça n'a pas ouvert des portes, mais ça m'a donné la possibilité d'envisager d'aller plus loin que ce que je m'envisageais moi-même. Parfois, les barrières, les plus limitantes, ce sont celles qu'on se donne. Et du coup, j'ai pu, voilà, j'ai pu aller un peu plus loin. Et donc, avec ma conjointe, à l'époque, on s'est installé sur l'île et on a trouvé du travail dans une grosse société d'informatique. On a été pris en stage et on a directement été embauché. Ce qui m'a permis de faire mes armes sur le plan professionnel et d'acquérir de l'expérience et un métier, une qualité de métier, quoi. Ouais. Donc, t'es devenu dev, c'est ça? Et tu faisais des choses plutôt pointues, hein? Ouais. J'ai été au dev pour différents projets, donc ça a été des projets de gestion de flotte de camions. Euh, j'ai rejoint un projet existant. Ensuite, j'ai fait la refonte d'une plateforme boursière, d'information boursière, où il fallait euh, que ça fonctionne mieux, parce qu'il y avait des problèmes de performance, des problèmes de fiabilité. Et, donc cette plateforme, je l'ai refondue, j'ai repris en main techniquement le projet, et on a réussi à tenir lors du Brexit, donc c'était une belle réussite, là où des concurrents n'avaient pas tenu. En tout cas, donc le client, même s'il ne l'a pas dit, je pense qu'il était satisfait. Et aussi pour gérer le repas de personnes âgées. Et donc j'ai rebondi comme ça de projet en projet au sein de cette grande entreprise. Et donc ça m'a permis d'acquérir pas mal d'expérience. Donc à ce moment-là, ouais, j'avais pour ambition de devenir architecte technique. Du coup, je participais à pas mal de conférences. Je faisais pas mal d'auto-apprentissage chez moi. L'objectif, c'était de devenir un référent technique dans mon entreprise. Et donc d'être vu comme le monsieur technique qui résout les problèmes, quoi. Tu as fait 5 ans là-bas, c'est ça, hein? Ouais, j'ai fait 5 ans. Et puis on arrive donc en 2015. Moi, je veux développer mes compétences, je veux créer un projet, j'ai toujours eu envie de créer quelque chose, je savais pas quoi. Et ma conjointe de l'époque se dit, j'aimerais bien écrire un bouquin. Elle s'y met, mais elle trouve que Word c'est un peu austère, que c'est pas très guidant. Et elle me dit, ouais, je trouve pas d'outils, de logiciels adaptés pour m'aider. Je fais, ok, bon, ça pourrait être un projet qui pourrait m'intéresser. Alors, je vais te faire ton logiciel d'écriture de roman. Donc, au départ, ça part comme ça, d'une simple idée. On dessine
quelques maquettes de ce qu'elle voudrait sur une feuille blanche avec un crayon de bois. Et, euh, et je commence à coder comme ça, sur mon temps libre, après le boulot. Donc bon, je passais déjà pas mal d'heures sur l'ordinateur au boulot, je revenais chez moi, je me mettais encore à travailler là-dessus. Mais bon, c'était motivant, j'apprenais des technologies, j'apprenais des nouvelles choses. J'apprenais à devenir autonome également pour développer un projet de zéro. Donc je trouvais ça intéressant. Et puis petit à petit, comme ça a pris forme, mais très doucement. Et toi, finalement, ce que tu cherchais, c'est quand on parle de projet, c'était pas tant de projet entrepreneurial, du moins pas tout de suite, c'était de gérer, de manière très globale un objet technologique. C'était ça ta première vision, la première chose que tu recherchais, quoi? Ouais, j'avais envie de créer un logiciel, j'avais envie de créer un produit, un truc, que je sois content, voilà, d'aller de bout en bout d'un projet, faire quelque chose. Ouais. Parce que je pense que sans m'en rendre compte, j'avais l'impression peut-être de commencer à stagner au niveau de mon boulot. Ça me donnait en fait de l'espoir, ça me donnait de la lueur, quoi. Et j'avais l'envie d'arriver à faire quelque chose, mais sans forcément créer une entreprise, gérer la compta, devenir une start-up, faire partie de la Startup Nation. Enfin, ce truc-là, c'était pas ça du tout l'ambition. Je connaissais pas du tout le milieu. Moi, j'étais ingénieur d'études et développement dans une grosse société. Et mon but, c'était de devenir meilleur et de progresser dans ma carrière. Du coup, comment ça s'est passé, le passage de ce petit projet-là en 2015? Mais, comment tu as fait pour passer de ton stade de salarié au stade d'entrepreneur? C'est tant psychologiquement que matériellement, c'est jamais évident. Ouais, je pense que c'est un long chemin et on apprend. On se rend pas, enfin, on s'en rend compte quand on regarde en arrière quelques années après. Mais il y a quand même eu un apprentissage et une phase de maturation. Donc je continue à développer le projet, je crée quelques modules comme ça, mais il n'y a personne qui utilise mon site à ce moment-là, il n'y a personne qui utilise le projet, c'est juste pour moi. Puis je me dis, je vais essayer de vraiment le sortir et avoir mes premiers utilisateurs. Donc de 2015 à 2017, ça se passe comme ça, je fais ça en parallèle de mon boulot. Sauf qu'à un moment donné, je me rends compte que pour arriver à faire quelque chose, il faudrait vraiment que je m'y mette à 100%, voire 200%. Parce que enfin, on n'est pas au cinéma, on n'est pas dans The Social Network, quoi. Une plateforme, ça se développe pas en un week-end, quoi. Enfin, à moins d'avoir une idée géniale et très simple à faire, mais ça prend énormément de temps, énormément de travail. Et, euh, je me rends compte que je suis un peu limité au quotidien par mes heures de travail, tout simplement. Et puis, je, je suis aussi à ce moment-là leader de mon équipe sur le plan technique parce que bon, par différents événements, c'est moi qui ai donc, fait la refonte de ce projet, c'est moi qui le tiens techniquement et à ce moment-là, c'est moi qui résous les problèmes, c'est moi qu'on appelle quand il y a un souci, voilà, c'est moi qui propose des solutions, c'est moi qui rencontre les clients et qui donne des orientations techniques. Et, sauf que ça fait plusieurs années que je saute de projet en projet, d'équipe, de business unit en business unit, sans pouvoir profiter des revalorisations salariales annuelles. C'est un système comme ça dans cette société où, entre guillemets, on favorise ceux qui restent longtemps dans une business unit. Sauf que moi, comme j'ai pas mal sauté de projets, bah, j'ai jamais bénéficié de ça et donc j'ai gardé ma rémunération au même niveau que mon heure d'arrivée. Et donc, compte tenu de mon statut dans le projet et dans l'équipe, je me permets d'en parler à mes responsables et pour dire bah, j'aimerais bien avoir une augmentation. Je connais les niveaux de rémunération de mes collègues que j'aide techniquement. Et en fait, je suis le moins payé de l'équipe. Euh, et on dit qu'on comprend et on va voir par la suite pour me faire des augmentations, pour me donner le- la fourchette haute des augmentations. Donc j'ai pas une augmentation directe, mais on- on m'oriente vers le futur en me disant si tu continues comme ça, tu auras des bonnes augmentations. Mais moi à ce moment-là, je suis pas forcément satisfait de ça. Et derrière, il y a mon projet qui me botte plus, qui me motive plus. Et puis là, à un moment donné, j'ai une petite frustration, j'ai envie de développer ce projet. Je me dis, bah, je suis jeune,
Euh, Avec ma conjointe à l'époque, on a lancé le projet de maison, donc bon, j'ai des travaux à faire régulièrement, mais le crédit est lancé, il n'y a plus de contraintes financières, mis à part finir la maison, mais on gère bien le budget et on va s'en sortir. Je dis bah pourquoi pas quitter maintenant mon emploi et me lancer à 100% dans ce projet. Je me dis je vais essayer de profiter du chômage pour créer mon entreprise, créer mon activité, essayer de lancer ça, et puis je suis à 10 000 années de me dire que ça va marcher. Moi-même, j'ai du mal à croire que ça peut fonctionner, mais j'ai envie d'aller jusqu'au bout et j'ai envie de me lancer. Et donc, j'essaye de pousser pour avoir une rupture conventionnelle avec mon employeur, euh, ce qui n'est pas arrivé tout de suite, mais j'ai réussi par la force des choses à l'obtenir, et donc ça m'a permis de me donner euh, du temps et les moyens de tenter quelque chose, mais sans forcément être sûr que ça va réussir, et j'étais pas du tout convaincu moi-même. Et à ce moment-là, il y a pas mal de dispositifs régionaux qui sont disponibles dans la région et sans argent. C'est-à-dire que tout est totalement gratuit. Et donc moi je suis en métropole lilloise à ce moment-là. Donc il y a un incubateur qui est assez connu dans la région qui s'appelle Eura Technologies, qui propose donc un cursus de 3 mois d'accompagnement en création de start-up. Et donc, faut envoyer un formulaire en ligne, se prendre en vidéo et parler de son projet. Et je me rappelle que je me poste devant la caméra et il n'y a personne en face, mais je m'enregistre pour parler de mon projet. Je suis super tendu, j'ai mal au ventre, je suis super stressé, je dois présenter le projet. Et je me dis, allez, je me lance, donc je fais ma petite fiche et, euh, et je présente le projet. Euh, à ce moment-là, j'ai déjà lancé la plateforme en ligne, donc j'ai déjà quelques utilisateurs. Je suis super content, j'ai des gens qui me parlent du projet, je trouve ça passionnant parce que j'ai vraiment des personnes qui utilisent mon site, mais c'est assez anecdotique. Enfin, j'ai pas de clients et tout est gratuit, et pour en arriver à en faire quelque chose, il y a encore un très très long chemin. Mais donc je me lance, je suis accepté à la technologie, j'intègre le cursus, et à ce moment-là, je suis avec plein d'autres entrepreneurs lambda, ou en tout cas entrepreneurs en devenir. Et c'est super formateur à ce moment-là, parce que c'est super sympa. Je rencontre plein de gens intéressants avec des projets. On est comme dans une promo. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas encore eu le Covid, le télétravail. Il y avait encore des gens qui se déplaçaient. Et donc, on était dans une grande salle avec tous les projets, et c'était super enrichissant. Euh, il y avait aussi pas mal d'interventions extérieures, de professionnels, des sortes de cours d'1 heure sur gérer son business plan, développer son marketing, sa notoriété, etc. Donc à ce moment-là, j'apprends pas mal de choses. Je me consacre à 100% au cursus, et je mets en pause le développement de la plateforme. Euh, mais quand même avec une petite frustration de ne pas avancer. Et puis je suis à la lettre le programme qu'on me donne. Et puis donc j'ai un chargé d'affaires qui s'occupe de moi, que je vois régulièrement, j'essaie de faire les choses bien. Et puis petit à petit, au bout du troisième mois, je commence à être frustré parce que j'ai envie de me mettre les mains dans le cambouis, quoi. J'ai envie d'avancer. J'ai que 2 ans de chômage. Euh, Mon projet a pas mal de boulot, donc il faut que j'avance. Donc à ce moment-là, je décide d'arrêter de tourner en rond, d'arrêter de faire les études de marché, d'arrêter de faire les interviews, d'arrêter d'écrire mon business plan. Enfin, je suis passé par toutes ces étapes. C'était super intéressant et je pense que c'était bien de l'avoir fait. Mais la différence, c'est que moi, par rapport à d'autres projets, j'avais déjà une vision très concrète de ce que je voulais faire. Et j'ai jamais détourné mon regard de cette vision. Euh, j'ai jamais fait de pivot, j'ai jamais. Enfin, si, j'ai eu quelques périodes de pivot potentiel, mais au final, je suis toujours sur le même projet que j'avais commencé en 2015, quoi. Et on est en 2024. Et c'est là, du coup, la chose qui est hyper intéressante dans ton parcours, et c'est pour ça que j'en parle dans l'intro de ce podcast. Finalement, tu n'as pas suivi le parcours de manière académique. Moi, en tant qu'accompagnant, quelqu'un qui ferait ce que tu fais, ce que tu as fait, c'est d'interrompre l'étude de marché avant d'en avoir tiré des conclusions concrètes, se lancer, avancer quand même malgré tout, je ne recommanderais pas, parce que c'est souvent comme ça que les projets vont à leur perte.
Mais souvent, l'entrepreneuriat, quand on regarde bien, il y a aussi au milieu de plein de choses qui sont très scolaires, il y a aussi des coups de folie, il y a aussi l'écoute de son instinct. Ouais, c'est assez délicat parce que on essaye de bien faire, on essaye d'appliquer une méthode, on essaye de suivre les conseils. Et en fait, à ce moment-là, on n'a pas d'expérience et on est perdu entre ce qu'on sent ce qu'on ressent au fond de ses tripes et ce qu'on nous donne comme conseil. Et des fois, c'est pas forcément en phase. Et donc moi, pendant un moment, j'ai essayé de suivre les conseils. Et, je pense que j'ai une chance, c'est d'avoir une certaine vision qui est assez, qui a jamais été fausse entre guillemets. Et je, je suis pas forcément facilement, comment dire, dans le flou. Je sais quand une idée est bonne et quand une idée est pas bonne, je pense. J'ai cette prétention-là, en tout cas. Euh, mais du coup, j'ai essayé de me plier à ce qu'on me disait. Ça a été super intéressant, mais à un moment donné, en fait, je suis pas forcément le meilleur des porteurs pour un accompagnant. Je suis un peu une tête de con, entre guillemets. Alors, je ronge mon frein pendant un temps, et à un moment donné, c'est pas que j'explose, mais j'envoie valser et je fais ce que j'ai envie de faire, quoi. Et je pense qu'on arrive du coup à la notion de liberté que tu as abordée dans la présentation. C'est que moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat aussi pour gagner ma liberté, gagner, à pouvoir choisir ce que je veux faire, pouvoir choisir comment je travaille, l'emploi du temps choisir mon emploi du temps, choisir mes horaires. Si j'ai envie de travailler dans telle chose, je travaille dans telle chose. Je ne planifie rien, et je n'ai jamais rien planifié. Je fais un peu à l'instinct et selon mes envies. Et toute la plateforme a été développée parce que j'avais envie de faire ça à l'instant T. Ah tiens, je ferais bien cette fonctionnalité-là. Ah, ça serait vraiment cool. Et à chaque fois que j'ai fait ça, ça a été les meilleures fonctionnalités de la plateforme. Donc c'est pas du tout recommandé, c'est pas du tout recommandable. Est-ce que je fonctionnerais bien dans un gros groupe? Je ne suis pas sûr. Mais, euh, mais c'est ma méthode pour travailler et c'est ce qui permet de me lever le matin et d'être motivé au quotidien en fait. Et quand on a un projet de long cours comme ça, quand on passe de 2015 à 2024, le carburant, donc c'est à la fois l'argent, les moyens, mais c'est aussi savoir se lever le matin et aimer ce qu'on fait. Et moi jusqu'ici, j'ai jamais perdu le plaisir de développer cette plateforme. Parfois c'est dur, parfois c'est long, parfois c'est difficile. Mais j'ai toujours été passionné par le développement de ce projet. C'est ça qui me tient aujourd'hui. En tant qu'accompagnant, c'est sûr que nous, on est là pour avant tout apporter des conseils qui, si on regarde bien à la fin des fins, sont statistiques. C'est statistiquement, ne pas faire ce qu'on te recommande risque de t'emmener dans l'embarras. Tout en se disant bien que parfois, il faut savoir prendre des décisions, un petit peu, différentes, pour avancer, ça c'est certain. Je noterai quand même 2 choses, pour nuancer un petit peu ta situation. Certes, à un moment, tu en as fait entre guillemets «qu'à ta tête» ou du moins tu as suivi ton instinct, mais de un, tu avais déjà un produit qui était OK, pas commercialisé, mais déjà en ligne avec des retours du marché et de 2, tu ne t'es jamais isolé de ton marché. C'est-à-dire que peut-être des fois tu n'as pas écouté 100 des retours qu'ils pouvaient te faire, mais en tout cas, tu t'étais immergé dedans et tu avais un niveau d'expertise dans ce marché-là que tu t'es fait. À nuancer avec beaucoup de porteurs qui se ferment complètement du marché et qui pensent juste sur leur propre instinct, d'un consommateur parmi 7 milliards qu'ils ont raison. Ou là, on le sait, ça va à 100 dans le mur, hein. Ouais, c'est vrai. En fait, la plateforme, je l'ai co-construite avec mes utilisateurs. En fait, il y a tellement d'heures de développement, tellement de modules à développer, etc., que j'ai créé les premiers modules en ligne. J'ai fait un truc un peu cohérent que j'ai mis en ligne. Et j'avais un chat, que j'ai toujours d'ailleurs, où en fait mes utilisateurs peuvent me poser des questions, me faire des retours, me dire leurs problèmes. Et en fait, moi, je trouve ça super intéressant. C'est un des sujets qui me passionne. Et c'est ce qui me plaît aussi dans l'entrepreneuriat, c'est d'être l'homme orchestre et de tout gérer, entre guillemets. C'est pas juste d'être codeur, c'est l'aspect humain et le fait de développer quelque chose qui plaît aux gens et qui leur fait gagner du temps et qui leur donne du plaisir à écrire leur bouquin. Parce qu'on a la notion dans l'écriture qui rejoint un peu ma façon de travailler, c'est que un projet de livre, c'est un projet de longue haleine, avec beaucoup de phases de doute, beaucoup de phases de retravail, de correction, des bêta-lectures, de la réécriture, des corrections, etc. C'est un gros travail. Ça rejoint un peu finalement l'écriture d'un logiciel où on développe quelques outils, on teste sur le marché et on vérifie au fil de l'eau.
Donc une sorte de développement agile. Je suis en full agile mais complet, où je ne sais même pas quel développement je vais faire dans 3 semaines. Et selon mes envies, suivant les retours, suivant réponse à des questionnaires, des choses comme ça, je mets en place des choses. Et donc ouais, en effet, dès le départ, j'avais un feedback direct de mes utilisateurs. Et donc moi, j'étais pas forcément en phase avec mon accompagnant de l'époque sur mes interviews, parce que j'allais interviewer des gens qui maîtrisaient pas forcément l'ordinateur, j'essayais de trouver des auteurs, mais enfin, on allait dans la, comment dire, dans le cliché de l'auteur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se met qui est limite écrit sur papier ou qui se met sur son vieil ordi et qui est dans son univers. Mais moi, mes clients, c'est pas forcément ça. Et en fait, c'est difficile à ce moment-là d'identifier ça. Et donc, enfin, des fois, on tire de trop grosses conclusions de ces interviews, mais est-ce qu'on a vraiment touché les bonnes personnes? C'est pas facile. Ça m'a permis d'affiner ma vision, mais il faut pas forcément se bloquer, se dire bah c'est mort, c'est pas possible. Parce que moi, si j'avais écouté les 3 4 personnes que j'avais interviewées en physique, bah, jamais j'aurais sorti ma plateforme, quoi. Parce que ça correspond pas du tout forcément à ce qu'ils cherchaient. Bon, tu vois, ça m'avait donné quelques pistes, mais il y a bien longtemps que j'aurais dû abandonner en fait. Donc au final, j'ai peut-être les clients que je recherchais. Bon, on l'a compris, tu nous as dit 2 mots, hein, tu as créé un logiciel d'édition, mais avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous pitcher ta solution et ta société? Alors, Write Control, c'est une plateforme d'écriture de romans en ligne. Donc, c'est un logiciel qui accompagne les auteurs de 7 à 97 ans pour écrire leurs bouquins. L'idée, c'est qu'on va pouvoir découper ses chapitres, ses sous-chapitres, créer ses fiches personnages, corriger son texte, détecter les répétitions au sein de son texte, faire la mise en page de façon automatisée sans passer des heures à faire cette mise en page, elle est faite toute seule. L'idée, c'est de se concentrer sur son texte et rien que sur son texte. Faire écrire, c'est bien, mais il faut écrire bien, de façon structurée. Donc il y a aussi des outils IA qui vont analyser le texte et faire des retours sur le bouquin ou sur le chapitre. Donc détecter les problèmes de cohérence, détecter la fluidité, les phrases trop longues, les phrases trop lourdes. On a un outil aussi de mind mapping qui permet de relier à la fois ces chapitres, ces personnages, ces documents pour structurer ses idées et aller plus loin dans son bouquin. Donc l'idée c'est d'être une suite complète pour écrire et pour favoriser le processus d'écriture. On peut définir des objectifs d'écriture en nombre de mots, on a un graphique de progression. Donc voilà, l'idée c'est d'accompagner l'auteur, jeune auteur comme expérimenté, pour aller au bout de son projet. Et du coup on propose aussi du coup l'impression du livre à la fin. Alors du coup, après cette phase d'étude de marché un petit peu interrompue, tu as décidé de te mettre en mode tunnel, c'est ça? Et de dev à fond, pendant plusieurs mois? Bah, l'idée c'est, j'avais encore 1 an et demi devant moi, ouais, peut-être un peu plus, mais c'était en 1 an de sortir une première version viable, de la mettre sur le marché toujours en gratuit. En fait, c'est peut-être une des erreurs que j'ai fait, c'est de ne pas faire payer tout de suite, en tout cas une partie de la plateforme. Parce qu'en fait, j'avais peur, je pense, de me confronter réellement au fait de payer. Et donc la stratégie marketing, c'était d'être totalement gratuit pour atterrir le maximum d'utilisateurs. Et derrière, si j'ai beaucoup de monde, je pourrais lever des fonds et peut-être développer la plateforme davantage pour la monétiser. Et donc je fais une première version pendant 1 an. Et donc là, j'essaie de m'entourer. J'ai un stagiaire d'Epitech. J'ai un copain qui, à ce moment-là, est un peu en reconversion pro. Et il était dans mon école, donc à la fac avec moi. Et le projet l'intéressait, on s'est dit pourquoi pas s'associer. Bon, c'est avéré que l'association n'a pas forcément bien fonctionné parce qu'il n'était pas en phase à la fois sur le plan professionnel et psychologique. Il n'est peut-être pas fait pour l'entrepreneuriat. Ça reste toujours mon ami, j'ai aucun reproche, je lui fais aucun reproche, mais au bout de 3 mois, on s'est bien rendu compte qu'il n'était pas assez motivé pour se lancer dans une telle aventure et un tel précipice, parce qu'il faut imaginer qu'on travaille pendant des mois sur quelque chose dont on n'a même pas la certitude qu'on aura le moindre retour. Donc c'est potentiellement du travail pour rien, et des heures pour rien. Et donc je sors cette première version, je m'occupe en même temps des réseaux sociaux.
et où je raconte en fait mon parcours entrepreneurial, ou en tout cas la vie du projet. Et à ce moment-là, j'arrive à mobiliser une petite communauté de gens qui me soutiennent, en tout cas, qui me suivent à travers le développement de ce projet. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a un affect qui se crée et j'arrive à fédérer un petit peu quelques personnes autour de moi qui aiment la plateforme et qui ont envie de l'utiliser, qui ont envie de la voir se développer. Je me retrouve à téléphoner avec des utilisateurs pendant plusieurs, pas heures, mais 30 minutes, 1 heure, où qui me parlent de la plateforme, qui disent leur vision, qui m'encouragent, etc. Donc ça me motive. Et puis bah, petit à petit, on arrive à une première version qui fait le taf. Il me reste quelques mois de chômage, donc plus assez pour aller plus loin. Euh, je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je la rends payante? Est-ce que je développe des outils premium? Euh, et là, l'objectif, c'est de me faire connaître un petit peu plus sur le plan pro, parce que bah, là, dans l'incubateur, on me dit il faut peut-être essayer de faire du B2B. Le B2C, c'est compliqué. Il faut beaucoup de force marketing, il faut avoir beaucoup de visibilité. Ça peut être payant, mais c'est un long chemin de croix, il faut avoir beaucoup de moyens. Donc à ce moment-là, je me dis pourquoi pas pivoter vers du B2B, mais au fond de moi, j'y crois moyen, j'y crois pas trop. Je me dis, ma plateforme, elle n'est pas forcément adaptée à ça, je l'ai vraiment pas créée pour ça. Mais j'essaye de suivre le truc, je me dis bon, je vais aller sur des salons pro, je vais essayer de rencontrer des maisons d'édition, j'ai créé une plateforme pour peut-être des éditeurs, ça pourrait être une plateforme qui aide à l'accompagnement des auteurs, je ne sais pas, je sais même pas ce que moi je propose, mais j'essaie de rencontrer du monde. Donc je vais sur des petits salons pro à Paris du monde de l'édition et de l'auto-édition. Et puis je découvre plein de choses, je rencontre plein de gens et on m'oriente vers un imprimeur qui est également dans le nord de la France, qui lui imprime des bouquins à la demande pour le marché de l'auto-édition. En fait, je découvre à ce moment-là le marché de l'auto-édition, le fait d'imprimer, enfin d'être son propre éditeur et de ne pas passer par une maison d'édition pour vendre ses livres. Donc avec le développement d'Internet, le fait qu'il y ait des techniques d'impression qui permettent d'imprimer un livre sans faire de gros tirages, mais à partir d'un seul exemplaire. Je me dis, il y a du potentiel, il y a une thématique commune à ce que je fais. Moi, j'aide les auteurs à écrire des bouquins, mais in fine, c'est quoi? Il faut vendre le bouquin, il faut l'imprimer, il faut le mettre en page. Je dis, il y a un axe. Et puis, je rencontre donc une société d'auto-impression, enfin, d'impression à la demande dans le Nord. Je rencontre donc un petit patron local qui est intéressé par le projet. Et il se dit qu'il y a du potentiel. Et lui, à ce moment-là, recherche pour ses clients B2B un outil qui permet de concevoir la couverture de son livre sur le web et d'imprimer son livre pour faire de la couverture personnalisée. Il me dit bah, est-ce que ça t'intéresserait de développer ça? Moi, ça pourrait intéresser mes clients. Euh, et on pourra peut-être avoir un accord par la suite ensemble. Moi, il me reste quelques mois. Je fais, bon, bah, ça peut être un axe, ça peut peut-être me permettre d'avoir des sources de financement, en tout cas un revenu récurrent pour tenir. Et je mets en mode tunnel, je développe un outil de couverture pour cet imprimeur-là pendant 6 mois, en développement ça à fond. J'intègre l'atelier et j'intègre l'équipe informatique de cette boîte, juste pour développer cet outil. Et donc, je suis au contact direct avec les équipes techniques au niveau de l'imprimerie et de leurs compétences. Et du coup, bah, ils me guident pour faire le bon outil. Et à ce moment-là, il n'y a aucun accord pour que le code appartienne à cette boîte, hein. Tout m'appartient. Et donc, je développe ça et je me dis, c'est pas grave si je contractualise pas avec cette société. En fait, je pourrais proposer l'impression à la demande sur ma plateforme. Je propose un logiciel d'écriture gratuit. Et puis derrière, bah, je me rémunère en proposant le fait d'imprimer son livre sur le site. Ça peut être une bonne façon d'aborder mes clients sur le plan marketing. C'est-à-dire que tout est gratuit, mais à la fin, si tu veux imprimer ton livre, bah forcément c'est payant, puisqu'il faut imprimer, il faut du papier, faut envoyer le colis. Et donc je développe cette solution. L'outil fonctionne, ça marche bien, et par contre, cet entrepreneur ne contractualise pas avec moi. Par contre, ça m'a ouvert d'autres portes. Euh, je me retrouve en co-entreprise sur le salon du livre de Paris, en plein milieu du salon, sur un gros stand avec un robot imprimeur
qui a pour but de façonner le livre de zéro, donc en coupant, pliant le papier, le collant. Et moi, je suis l'outil qui permet de créer la couverture personnalisée de n'importe quel bouquin. Et c'est une autre start-up qui était dans cette co-entreprise. Donc il y avait moi, l'entreprise qui fait le robot, et euh, l'imprimeur qui lui gère la partie gestion des bouquins et mise en page des bouquins. Et donc on fait un coprojet présenté sur le salon du livre où il y a un iMac qui présente ma solution de couverture et qui permet à tout à chacun par exemple d'avoir sa propre édition d'un Balzac, quoi, par exemple, et donc de créer sa propre couverture. Et donc ça me donne une certaine visibilité professionnelle parce que sur le salon du livre de Paris, à ce moment-là, il n'y a pas que des particuliers, il y a aussi des pros. Et donc il y a une société qui s'appelle Book on Demand, qui est le leader européen de l'auto-édition, qui m'avait déjà vu sur un premier petit salon et qui me revoit quelques mois plus tard. Et elle voit que j'ai bien avancé sur d'autres sujets. Et qui dit salon dit bonne rencontre. Et toi, notamment, t'en as fait une bonne sur ce salon-là. Ouais, donc j'ai rencontré un gros acteur qui s'appelle Book on Demand, ouais, qui est donc le leader européen de l'impression à la demande. Et là, il y a une vraie thématique, puisque moi j'accompagne des auteurs lambda, et eux impriment les livres de ces auteurs lambda. Donc ils impriment aussi pour des maisons d'édition, mais une partie de leur chiffre d'affaires, c'est pour l'auto-édition. Et donc là, il y a une synergie possible. Moi, ma vision, c'est d'être à la fois la plateforme qui aide à écrire, mais qui aide aussi à mettre en page, à imprimer, et pourquoi pas publier son livre, pour proposer tout le cheminement. Et donc, le directeur de l'entreprise à l'époque, avec son accent allemand, me dit: vous devez venir à Hambourg pour présenter votre projet. À ce moment-là, je dis ok, pas de problème. Donc, je m'achète mon premier costume bleu. J'avais jamais mis de costume à l'époque et je prends un hôtel à Hambourg et m'en vais présenter, pitcher mon projet. In English, of course. Déjà, en tant que personne qui finalement, en tant que créateur de la solution, ça devait être incroyable pour toi. Comment tu l'as vécu ça déjà? C'est d'être une sacrée... Ouais, c'était excitant. C'était un espoir. J'étais assez fier d'avoir peut-être su convaincre des professionnels. Et j'avais plaisir à aller présenter ça. Et c'était un aboutissement en termes d'aventure, entre guillemets. C'était déjà pas mal, quoi. Après, c'était qui vivra verra. Et je vais essayer de faire au mieux. J'étais pas très bon en anglais en plus avant, quand j'étais plus jeune à l'école, le curseur scolaire en anglais, moi ça marchait pas bien pour moi, j'étais pas très bon. Et j'ai eu la chance euh, d'avoir eu la conscience d'esprit de me dire il faudrait que je m'y mette un peu plus et que je regarde des séries en anglais. Et c'était 6 mois, un an avant d'aller présenter ce projet, quoi. Sinon j'aurais pas pu présenter ça, quoi. Et donc je regardais des séries en anglais en mettant les sous-titres en anglais. Et le moindre mot que je ne comprenais pas, j'appuyais sur la barre espace et j'allais sur un dictionnaire en ligne pour apprendre. Et donc j'ai un peu amélioré mon niveau d'anglais comme ça, de face tout seul. Et ça m'a été très utile pour aller présenter le projet. Donc de fil en aiguille, donc je m'en vais présenter ce projet. Je présente les différentes fonctionnalités que j'ai développées à l'époque, qui sont assez intéressantes pour eux parce qu'ils n'ont jamais vu ça avant, notamment sur les outils de mise en page automatisés. Et eux, ils voient vraiment de la synergie avec ce qu'ils proposent sur le plan marketing, c'est-à-dire qu'être à la fois une plateforme qui aide à écrire pour ensuite proposer l'autopublication, l'auto-impression. Et moi, à ce moment-là, j'ai déjà passé, si on compte le nombre de jours, plus de 1000 jours sur ce projet, en informatique, en développement, en ingénierie logicielle. On peut imaginer qu'en agence, c'est 500 € minimum la journée pour un ingénieur. Donc à ce moment-là, je leur fais le chiffrage, hein, entre guillemets, de ce que ça leur coûterait de le faire eux-mêmes. Et à la fin de la présentation, ils sont super convaincus, sauf au moment du prix où je leur annonce un prix assez élevé. Parce qu'en fait, je suis attaché au temps que j'y ai passé. J'avais pas envie de le brader, en fait. Et j'avais pas envie de brader le temps que j'y avais passé juste pour dire d'avoir réussi à vendre quelque chose. Et moi, mon objectif, c'était de continuer l'aventure et d'aller plus loin. Et donc eux, finalement, m'ont fait une proposition qui correspondait pas du tout à ce que j'avais demandé.
Et il y a eu une phase de négociation où à la fin ils m'ont proposé donc un prix faible, mais un accord de long terme où je continue à développer le projet avec eux, je suis acteur du projet et je perçois un pourcentage important de royalties sur les éventuels abonnements premium futurs, puisqu'à ce moment-là, ça n'a pas encore été monétisé, c'est-à-dire que je suis en train de vendre une plateforme qui n'a pas de clients, donc très difficile à vendre. Et, euh, et donc, on passe un accord où j'ai des royalties sur les abonnements. Et voilà comment ça démarre, quoi. Oui, parce que bah, ton histoire, c'est un peu l'histoire de rêve pour tout créateur de start-up qui crée une solution, etc. Et peut-être que dans l'imaginaire collectif, on s'imagine l'histoire peut-être connue de ça, c'est Instagram. Ça venait entre guillemets à peine de partir et déjà ils sont enlevés des milliards. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est que, encore une fois, pour que tout ça vaille des fortunes, il faut qu'il y ait une valeur qui souvent est avant tout commerciale. Et toi, tu le dis toi-même, pour que la valeur pure du produit purement technique est souvent très peu valorisée. Et c'est avant tout la valeur marché qui est valorisée. Or, toi, tu le dis toi-même, n'ayant pas encore monétisé le produit, et ben finalement, t'es pas allé t'acheter une Porsche le jour de la signature, quoi. Ah, évidemment, je l'ai vendu pas une bouchée de pain, mais à côté du temps que j'y ai passé, c'était pas si élevé, même si c'était déjà très honorable, hein. Mais j'aurais pas forcément accepté juste cette somme-là, au final. J'aurais préféré garder pour moi, et je pense qu'ils l'ont senti. Euh, et j'étais très clair sur ce que je voulais et ce que je voulais pas. Et donc ils ont été très fair dans leur proposition et ils m'ont fait une proposition qui est très juste et très réglo. Et donc ouais, j'accepte cette proposition. Pour toi qui étais toujours en quête de liberté d'action, liberté de mouvement, bah, en un sens c'est une grande réussite, hein, parce que il y a il y a extrêmement peu de personnes qui obtiennent ce que tu as obtenu. Et en même temps, tu perds ta liberté, non? Ou comment tu l'as vécu, toi? Ouais, moi j'étais habitué à aller super vite, à faire ce que je voulais, et puis là, à ce moment-là, enfin, faut que je me rende à l'évidence aussi. Il me reste 2 mois de chômage, j'ai plus un rond, j'ai une maison à finir. Le projet marche pas aussi bien que ce que j'aurais voulu en termes de nombre d'utilisateurs. Je suis pas Instagram, j'ai pas des millions d'utilisateurs, j'ai une base, mais c'est pas mirobolant. Il y a une différence aussi entre les inscrits et les utilisateurs actifs. Et donc il y a encore tout à prouver sur cette plateforme. Il y a que moi qui y vois une valeur, mais à ce moment-là, finalement, en termes de business, ça n'a pas de valeur. Et j'ai essayé de faire avant de vendre, j'ai longtemps hésité et ça a été assez difficile pour moi d'accepter de le vendre parce que je m'étais beaucoup investi et donc j'ai essayé de faire la tournée des investisseurs. Donc j'ai fait patienter euh, mon acheteur potentiel et j'ai été à Paris, j'ai été pitcher mon projet, mais c'était super compliqué à pitcher parce que comment? J'ai pas développé toutes les fonctionnalités que j'ai envie de développer, j'ai pas encore bien concrètement la vision finale de ce que ça va être. Je pitch un logiciel d'écriture, c'est des choses qui ont déjà existé. Il n'y a rien de révolutionnaire, c'est juste mieux. Et il n'y a pas de chiffre d'affaires derrière. Je suis juste un geek qui a travaillé dans son coin sur un soft, donc les investisseurs, ils n'ont pas forcément une très bonne image de moi. Je suis même pas moi-même convaincu de la viabilité économique du projet. Donc quand on n'est soi-même pas convaincu, bah, comment on peut convaincre les autres? C'est très délicat. Je l'ai fait quand même, c'était une bonne expérience, mais je me suis pris que des crampes. Et, euh, et du coup, avec le recul, bah, aujourd'hui, ce serait beaucoup plus facile, il y a du chiffre d'affaires et la plateforme est rentable. Mais à l'époque, j'ai peut-être perdu un peu de temps, quoi, de faire ça. J'aurais peut-être pas dû le faire, je sais pas. Je regrette pas de l'avoir fait, mais avec le recul, peut-être que j'ai perdu un peu de temps là-dessus. Du coup, là, t'es parti dans... Du coup, là, t'es parti en tant que finalement partenaire pseudo-salarié, même si c'était pas tout à fait le cas. Comment ça s'est passé de cette collaboration entre le nouveau propriétaire et toi, qui était toujours le père tout en étant un peu plus chez toi? Comment ça se passe? Bah, ouais, j'avais plus la main sur les décisions, plus la main sur le budget. Je devais convaincre, je devais proposer des solutions, proposer des choses. Et donc c'est ce que j'ai fait, mais au tout début, j'étais encore tout feu tout flamme, autant dans le rythme que ce que j'étais avant, puisque j'étais moi-même maître du projet, on est beaucoup plus motivé quand on est maître de son projet.
Et là, je me retrouve avec des process, des process de décision, une hiérarchie, des validations, et donc une certaine lourdeur, une grosse PME qui fait pas les choses à moitié, qui fait les choses bien, mais ça prend du temps. Une boîte qui a des moyens, mais qui les emploie intelligemment et de façon réfléchie. Mais du coup, tout est long, tout est lourd, et moi j'ai envie d'aller vite. Donc une certaine frustration. Mais bon, je prends sur moi, de toute façon, j'ai pas le choix. Et j'ai l'espoir euh, que tout ça m'apporte aussi des choses que moi je ne peux pas proposer. Je pense que j'ai progressé grâce à eux aussi, à la fois sur le plan marketing, présentation de la plateforme. Moi j'avais juste fait le soft, mais tous les à côté autour, la landing page, la structuration de la plateforme, tout simplement la gueule du site, c'était dégueulasse. Et moi je me concentrais sur l'outil, mais eux m'ont apporté tout ça tout autour. Et la plateforme a gagné énormément en qualité de présentation. En fait, ils m'ont beaucoup aidé à bien emballer le paquet, bien emballer le bébé pour, pour le proposer. Et on a beau dire, l'habit ne fait pas le moine, mais il contribue largement à penser que c'est un moine. Et du coup, ils m'ont beaucoup apporté sur ce plan-là. Ouais. Et ils m'ont apporté également des moyens que j'aurais jamais pu mobiliser tout seul. J'avais plus d'argent de toute façon. Et j'aurais jamais voulu non plus mobiliser du prêt pour ça, parce qu'il n'y avait aucune garantie de remboursement derrière. Je voulais pas me mettre en difficulté. J'avais mes limites sur le plan financier, je suis assez fourmi, quoi. Et du coup, je voulais pas prendre de risques. Et eux m'ont apporté ça. Et donc ils ont investi dans le projet, ils ont investi du temps, et tout en étant à l'écoute. Donc ça a été une super collaboration. Parfois avec quelques étincelles qui venaient de moi, hein, parce que je suis pas du genre à garder ma langue dans ma poche, et quand il y a quelque chose qui ne me convient pas, je fonce tête baissée et je l'ouvre. Et en face, j'avais des gens très posés, très allemands, très droits, très carrés, qui tempéraient mes ardeurs françaises, on va dire. Mes ardeurs de Gaulois. Ce que tu as fait, revendre à un grand groupe, ou créer au moins un partenariat fort avec un grand groupe, c'est souvent une des issues auxquelles pensent les startups quand elles se développent et qu'elles ont des difficultés à grandir par leurs propres moyens, mais peu y arrivent. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux entrepreneurs qui essaieraient de mettre en place cette démarche, toi qui es arrivé? Ouais, alors être présent sur les salons professionnels pour être visible. Euh, Sélectionner les acteurs qui correspondent réellement à un potentiel marché pour eux. C'est-à-dire que moi j'ai été voir les maisons d'édition traditionnelles sans vraiment savoir ce que je leur proposais d'intéressant, et au final ça n'avait mené à rien. Là où j'avais tout de suite les bons mots et les axes stratégiques à une société d'auto-édition, moi j'étais la plateforme qui aide à écrire, eux permettent d'imprimer le bouquin. Donc il y a une vraie cohérence marché, voilà, pour proposer une solution de A à Z à l'auteur. Donc c'est ça, c'est bien adapter son offre à ce que veut entendre le grand groupe qui, lui, va pas s'adapter à toi, c'est clair. Et surtout, bien sélectionner la bonne PME adaptée à son marché. Parce que finalement, on se rend compte que les PME ont du mal à innover. Néanmoins, dans les bonnes conditions, elles peuvent y arriver, d'après toi. En fait, déjà une PME, c'est pas déjà une très grande entreprise, mais il y a déjà certaines lenteurs d'action, il y a des process. Les hommes et les femmes et les hommes qui la composent sont pas autant investis qu'un entrepreneur qui est corps et âme dans son projet. Et beaucoup font entre guillemets leurs heures et rentrent chez eux, sans dénigrer, hein. Mais du coup, les capacités d'innovation sont parfois limitées. Et même s'il y a des moyens, il faut aussi tenter des choses, prendre des risques. Et des fois, il y a aussi des aspects au niveau de l'image de l'entreprise. Il y a de la lourdeur en fait. Et donc, c'est pas toujours facile pour une PME d'innover. Et c'est peut-être parfois plus facile d'intégrer un acteur existant. Et c'est comme ça qu'il faut bien penser les choses pour préparer, entre guillemets, son offre, quoi. Il faut, il faut que ce qu'on a à leur proposer soit facile à prendre pour elles, et c'est ce que tu as fait toi, puisque finalement, le plus compliqué, c'est intégrer du RH, de la R&D hyper techno. Ben toi, t'arrivais avec quelque chose de tout cuit, et avec l'humain, en l'occurrence toi, qui savait porter tout ça. Donc pour le reste, c'était assez simple pour eux.
Ouais, et puis il faut aussi, du coup, avoir les bonnes, comment dire? Le bon profil, humain et les valeurs des valeurs en commun et il faut que l'entreprise qui rachète le projet ait confiance en toi et donc il faut être le «gendre idéal» entre guillemets quand on vend la mariée entre guillemets, et du coup il faut que le l'acteur qui rachète le projet se dise: «Je vais intégrer cette personne dans mon entreprise, ça va bien se passer parce que c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui est force de proposition, c'est quelqu'un qui est capable aussi de faire des compromis». Enfin, ça s'est bien passé. Peut-être que dans d'autres situations, ce serait pas bien passé, hein, je ne sais pas. Mais c'est une histoire d'alchimie humaine après. En tout cas, moi, jusqu'ici, ça s'est assez plutôt bien passé. Mais il faut savoir mettre un peu d'eau dans son vin et partager la vision stratégique. Oui, parce qu'au final, au-delà du produit, de la techno, ce qu'ils rachètent, c'est avant tout l'humain. Donc, on est bien d'accord qu'espérer revendre et partir faire autre chose à côté, c'est impossible, puisque un très jeune projet sans son équipe fondatrice, ça vaut pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est ça, eux, ils voulaient vraiment m'intégrer dans le projet parce qu'ils savaient que je pouvais porter le projet plus loin et je maîtrisais la techno. Là où j'aurais été juste un fondateur business, pourquoi passer par moi? Donc je pense que je les ai convaincus d'un point de vue technique, mais aussi dans ma vision stratégique, dans ma façon d'aborder le projet et de le mener. Et donc c'est une affaire avant tout de relations humaines et de confiance. Ce partenariat, t'en parles au passé, parce qu'aujourd'hui, il est révolu. Il a duré combien de temps? Ça a duré de fin 2019 à juillet 2024. Et qu'est-ce qui a emmené, du coup, qu'est-ce qui a emmené au fait que ça se termine? Alors en fait, c'est un peu les conséquences de l'accord initial des royalties. Donc j'ai des royalties importantes sur le chiffre d'affaires. Et on continue à développer le projet, on peaufine la plateforme, on la rend plus jolie, plus présentable, on travaille les conditions générales d'utilisation avec des avocats, que ce soit en Allemagne ou en France. On sort une version allemande, moi je continue à développer de nouveaux outils, travail collaboratif pour écrire un livre à plusieurs, les outils IA, peaufiner, affiner, toujours améliorer la plateforme, sauf que ça prend beaucoup de temps. Eux essaient d'être intelligents dans la gestion des dépenses et pas trop mettre de moyens non plus, donc ils affectent des ressources humaines en quart-temps, demi-temps pour moi, qui travaillent avec moi sur le projet, un peu de budget marketing, un peu de budget pour la refonte graphique avec un graphiste. Alors, ils sont assez méthodiques et scrupuleux. Et donc on avance petit à petit, ça prend du temps. Et, euh, et en fait, entre-temps, il y a eu pas mal de bouleversements dans l'entreprise, un changement de directeur, un changement de site, beaucoup d'investissements sur d'autres domaines, peut-être des choses que je n'ai pas trop conscience, mais peut-être de nouvelles priorités stratégiques au niveau des actionnaires. Euh, cette boîte, elle est la propriété du groupe Libri, le plus grand groupe d'édition allemand, et la personne qui est propriétaire de tout ça est peut-être la deuxième, première fortune d'Allemagne. Donc le petit projet Why Control qui a quelques utilisateurs, c'est un grain de sable dans son portefeuille. Et, je pense qu'il s'il a accepté au niveau du board d'investir dans le projet, c'était avec la volonté derrière d'avoir quelque chose qui explose et pas quelque chose qui fonctionne, mais moyennement on va dire, ou en tout cas ça fonctionne bien, mais c'est pas non plus une licorne quoi. Et du coup, par rapport à tout ça et mes royalties qui sont importantes, la rentabilité du projet en elle-même elle est bonne, mais avec moi dedans, elle est moins. C'est-à-dire qu'ils gagnent pas d'argent à cause de moi. Ils en perdent pas, mais ils en gagnent pas. Et du coup, discussion, échange sur ce sujet, qu'est-ce que tu proposes Maxime? Moi je dis, bah, écoutez, on peut discuter, ce projet je l'aime toujours autant, je me suis beaucoup investi depuis des années, je peux vous le racheter. Et eux sont pas du tout contre ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est garder un partenariat marketing important pour que mes clients deviennent les leurs et inversement. Faire un peu de travail en commun, de visibilité. Moi, je suis la solution qui accompagne les auteurs amateurs dans l'écriture. Eux est la solution qui permet de publier, permet aux auteurs amateurs de publier leurs bouquins. Donc en fait, on a beaucoup de synergies en commun et on a conservé ça dans notre accord de vente et on continue à travailler en commun et on se contacte encore régulièrement pour des thématiques marketing ou
des projets en commun. Donc finalement, c'est aussi pour ça que ton histoire est assez incroyable. Tu as racheté ta propre boîte finalement. J'ai racheté mon propre projet, alors j'avais jamais créé la boîte. Je m'étais évertué, ou même énorgueilli à ne pas créer parce que je ne voulais pas créer tant que ça n'en valait pas la peine. J'avais pas créé de marque, j'avais pas créé de logo, j'avais rien fait sur le plan administratif, j'étais juste auto-entrepreneur. Et j'avais vendu la propriété intellectuelle du code source. Et donc bah, je l'ai racheté. Euh, et tout ce qui a été fait entre-temps, bah, j'en bénéficie aujourd'hui. Et tous les investissements qui ont été faits entre-temps, j'en bénéficie encore aujourd'hui. Et donc je fais ma proposition, on discute sur le prix, une grosse phase de négociation avec de l'argumentation, etc. Moi j'essaie de justifier que j'ai besoin d'avoir que le prix soit pas trop élevé non plus pour que je sois rentable et que je puisse avancer et continuer le développement de la plateforme. Ils ont tout intérêt à ce que la plateforme survive et continue son petit bonhomme de chemin. Et donc on trouve un accord. Moi à ce moment-là, du coup, il faut que je trouve les financements. Et du coup, comment ça se finance le rachat d'une entreprise qui cette fois-ci tourne comme ça On va voir la banque. Je présente un peu mon projet. À ce moment-là, du coup, entre-temps, bah, on a sorti la version premium, on a fait l'augmentation de prix, on a développé une nouvelle fonctionnalité plus attrayante, on a une vraie base, on est vraiment installé, en tout cas sur le marché français, donc on est reconnu à ce moment-là. Donc la banque, elle est plus susceptible d'accepter. Moi, entre-temps, la petite somme que j'avais eue lors de la vente, je l'ai pas dépensée, je l'ai investie, donc j'ai un peu de patrimoine. J'ai ma première maison, je l'ai mis en location. Donc j'ai des revenus qui rentrent régulièrement, qui permettent de rembourser le crédit. Donc une situation bancaire qui est bonne, qui est saine aux yeux du banquier. Donc il y a des assets pour compenser, pour faire un peu levier. Et donc bah, en fait, ils sont super intéressés par le projet parce qu'en plus, il y a de l'IA dedans et on est en pleine IA mania. Eux-mêmes ont envie de mettre en place de l'IA au niveau de la banque pour gérer la clientèle, pour répondre aux questions, aux thématiques. Et donc, moi, je suis à ce moment-là, j'ai déménagé dans les Vosges, à Gérardmer, enfin, dans la campagne, quoi, hein, et c'est le seul projet qu'ils connaissent qui a de l'IA dans leur secteur. Et donc, limite, ils me présentent, moi, dans leur réunion IA comme un projet de référence. Et donc, ils acceptent avec un grand plaisir de me financer et ils me font confiance. Donc je passe par une garantie BPI derrière pour garantir tout ça et rendre encore plus sécuritaire le projet. Et puis voilà, le financement se fait et ça fonctionne. Et du coup, tu as financé tout ça avec un unique prêt bancaire. C'est là encore une fois qu'on voit la puissance de la traction marché. Tu as de la traction marché et à ce moment-là, tous les financements s'ouvrent, quoi. Ouais, c'est ça, il y a des clients, il y a un revenu récurrent. J'ai des clients qui sont là depuis 3 ans, qui sont fidèles, parce que quand on commence un bouquin, il faut le finir, et puis souvent on aime bien en écrire d'autres, donc on a une rétention. On a des gens qui, quand ils sont captifs, ils le sont réellement et ils le restent parce qu'ils aiment la plateforme, ils aiment l'utiliser. Et comme moi je suis à l'écoute et j'essaie de toujours l'améliorer, bah, c'est toujours dans leur sens et dans ce qu'ils veulent. Alors je réponds pas toujours à tous les besoins, mais j'essaye de faire au mieux. Et donc on a un vrai projet qui tourne avec des clients et donc une capacité de remboursement. Et au final, le crédit et les mensualités définies dans le prévisionnel financier sont largement remboursables. Et donc là, les banquiers ne voient aucun inconvénient à me financer. En plus, avec des projets d'applications mobiles, de nouvelles fonctionnalités IA, un chiffre d'affaires qui progresse. Enfin, ne pas financer ce projet, ce serait dommage, quoi, entre guillemets, pour un banquier. Ton histoire, finalement, si on la regarde avec peu de recul sur le passé, on aurait pu se dire que tout était conçu pour en arriver là. Tu crées ton projet, tu le revends. Avec cette revente, tu fais des investissements immobiliers. Investissements immobiliers qui te permettent ensuite d'avoir une certaine stature financière. Et ensuite, tu rachètes ce même projet. Bien sûr, tout ça, c'est pas le hasard, mais c'est la chance qui t'a emmené à ça. Mais c'est Ouais, bah, c'est pas le hasard, mais la chance, peut-être un profil à mettre de côté, à investir. Et puis, enfin, l'argent appelle l'argent, les effets de levier se font de levier entre eux. Et, on lève de la dette sur de la dette. Et tant qu'il y a de la rentabilité derrière, c'est bon, quoi. Et je pense que c'est aussi parce que j'aime bien tout ça, ça m'intéresse, donc j'ai pu avoir les arguments aussi.
J'aime bien tous ces enjeux-là d'investissement, de financement, et du coup, je parle le même langage que le banquier. Tu te disais tout à l'heure, tu te décrivais tout à l'heure comme fourmi, comme le dit la fable. Et là, pour autant, tu as levé de la dette que tu as pris pour toi. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, tu acceptes de sauter le pas de tout ça? Moi, j'ai une vision de la dette qui est patrimoniale, c'est-à-dire que si tu lances de la dette, c'est pour investir dans ton patrimoine et que ce patrimoine te permette de rembourser cette dette et in fine de pouvoir potentiellement relever encore de la dette, mais c'est de la dette saine, entre guillemets, puisqu'elle est remboursable. Euh, Moi, j'étais à Euratech à l'époque, c'était l'époque où il y avait pas mal de financements plus faciles et on nous incitait, pas vraiment sans vraiment le dire, mais en tout cas, c'était envisageable de s'endetter sans avoir aucune certitude sur notre capacité de remboursement, avec des garanties, des histoires de non-caution personnelle, etc., qui existent encore aujourd'hui, mais qui, moi, enfin, j'éviterai de passer par là si j'ai pas la certitude d'investir dans un asset qui est rentable. Au final, le projet coûte pas plus cher qu'une maison, hein, mais il rapporte plus qu'une maison, et on finance beaucoup de maisons et d'immobilier. Là, c'est un projet, c'est une boîte, et c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui sais, je sais comment elle fonctionne derrière, je connais les entrailles, les engrenages, je sais réparer les engrenages, c'est ça aussi qui joue, c'est-à-dire que qui d'autre que moi aurait pu racheter ce projet avec la même efficacité opérationnelle? C'est-à-dire corriger les bugs, la faire évoluer à moindre coût. Pour faire tourner un projet comme celui-là, sans fondateur technique, il faut un chef de projet, un graphiste, quelqu'un en marketing, un ingénieur, enfin ça coûterait trop cher. Là, je suis homme orchestre et je m'occupe de tout. Et du coup, ça me permet de faire vivre ce projet de façon rentable en tout cas. Là, ça fait plusieurs mois que ça y est, l'entreprise est dans sa nouvelle mouture, où tu es aux rênes, elle est portée par une entreprise qui est la tienne, etc., par une personne morale qui est la tienne. Comment tu le vis? Ça se passe bien? T'es rentable? Ouais, ouais, là, on a augmenté le chiffre d'affaires de 30% ce mois-ci. Il y a eu, en fait, j'ai rejoint un autre incubateur, et moi, ça fait le troisième, quatrième incubateur que je fais. En fait, je crois que je me sers des incubateurs comme des moyens de dynamiser ma vie sociale, entrepreneuriale, et de renouveler ma vision et rechallenger le projet. Donc j'avais fait Ratech, la pleine image. Et du coup, là, je suis chez Key Alpha à Épinal, et j'ai rejoint un nouveau cursus. Alors j'avais l'impression d'être un peu l'élève redoublant, avec des petits jeunes qui commencent et qui connaissent pas grand-chose. C'est là que j'ai pris conscience que j'avais quand même appris beaucoup de choses. J'ai pas beaucoup progressé sur le plan technique parce que j'utilise toujours les mêmes technologies, etc. J'ai un peu stagné sur ce plan-là, mais j'ai beaucoup développé ma vision entrepreneuriale, ma stature d'entrepreneur, et je m'assume en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. Je suis beaucoup plus sûr de moi. Et le fait aussi d'avoir un projet qui fonctionne, qui est rentable, ça donne de l'assise, et je suis beaucoup moins mal à l'aise pour présenter mon projet, pour le vendre, pour le mettre en avant. Alors qu'avant, j'avais limite un peu honte de le présenter, j'étais pas bien du tout. Et là, le fait d'avoir une vraie entreprise qui tourne, bah j'avoue que ça fait plaisir à mon ego, entre guillemets, même mais en essayant d'éviter d'avoir trop les genoux qui gonflent. Mais en tout cas, je suis content de ce que j'ai fait, et je suis fier de mon parcours. Et du coup, je pense que ça se ressent dans ma confiance et dans ma posture. Et quand j'ai présenté le projet devant le jury à la fin, donc différents acteurs euh, locaux, bah, j'ai eu, entre guillemets, félicitations du jury sur le projet, en tout cas, aucune contre-argumentation. Et, mais c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai fait tout ce parcours-là, et j'ai mûri en tant qu'entrepreneur. Et donc, je sais répondre aux questions, et je sais quelles questions on va me poser, et je connais bien mon projet, et je sais où je vais, et mes chiffres parlent pour moi. Ce podcast arrive bientôt à sa fin. J'ai quelques questions rituelles à te poser. Suite à ce parcours, s'il y a une chose que tu ferais différemment, ça serait laquelle? Ah, j'ai du mal à répondre à cette question. Je vais peut-être évoquer ça tout à l'heure, c'est d'avoir. J'ai pas rendu la plateforme payante assez tôt. Enfin, j'aurais dû proposer tout de suite une version premium dès le départ, mais j'avais un blocage, j'avais peur, et je jugeais que la valeur de la plateforme n'était pas suffisante. Du coup, je suis resté très longtemps gratuit, et je demandais des dons pour m'aider. Mais entre un client et quelqu'un et un donateur, il y a une différence, et
La majorité des gens, quand on leur donne la possibilité d'avoir tout gratuit, bah, ils se prennent pas la tête, ils utilisent tout gratuitement. Et à un moment donné, la plateforme avait une certaine valeur, mais j'osais pas en fait. Et quand on est passé en premium, là, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie valeur parce que les gens étaient prêts à passer par l'étape paiement. Et si j'avais écouté les questionnaires que j'avais fait, les interviews, bah en fait, j'aurais jamais mis payant parce qu'on me disait, bah non, moi je préfère que tout soit gratuit, je paierai pas pour ça, machin. Mais en fait, il y a un biais, c'est que je parle à quelqu'un qui utilise ma plateforme et du coup qui a un intérêt à me dire qu'il préfère gratuit et tant que c'est gratuit, il ne voit pas la valeur de l'outil. Et le jour où ça passe payant, il y a la frustration, il y a le fait de plus accéder à toutes les fonctionnalités. Et là, bizarrement, bah, il se met à payer. Pourtant, cette même personne, quelques mois plus tôt, me disait, bah non, pour moi, c'est une plateforme qui doit rester gratuite. Donc ouais, j'aurais peut-être mis le paiement tout de suite, j'aurais pu tester le marché davantage et me rassurer. Oser croire en la valeur commerciale de son produit plus tôt. Et si tu devais retenir un apprentissage de tout ce parcours, ça serait quoi? Qu'il faut se lancer de façon sécurisée, c'est-à-dire ne pas mettre en danger sa vie familiale et personnelle. Donc on peut prendre des risques, mais de façon mesurée. Et si on veut arriver à faire quelque chose, il faut immobiliser toute son attention et son énergie, hein. Quand c'est des projets comme ça, on est obligé. On ne peut pas juste travailler quelques heures par-ci par-là et se dire que ça va fonctionner. Il faut être à 300%. Parce que quand on préparait cet épisode, tu me disais quelque chose d'hyper intéressant. Tu me disais comment je garde l'énergie. Bah, je fais en sorte que ça reste toujours un jeu. Et pour ça, toi, le fait que ça reste un jeu, il faut que ça reste finalement quelque chose qui soit peu risqué parce que le risque finalement tue le jeu. Oui, en fait, moi, quand j'avais justement plus de fonds de sécurité, ou en tout cas le chômage allait se terminer, bah, on a la deadline, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, et on est bien obligé d'avancer, mais on a la pression. Donc là, il faut faire les choses de façon voilà, stratégique. Mais du coup, entre 2015 et 2024, la motivation, des fois il y a des phases de mieux, des fois des phases de moins, mais ce qui fait que on garde la foi, c'est le plaisir qu'on prend à développer son œuvre, à faire grandir son œuvre et à la façonner. Et moi, c'est tous les jours, si je me lève, c'est parce que j'aime travailler mon produit, l'améliorer, être au service de mes clients, mais avoir quelque chose qui me plaît et qui me fait plaisir. Et c'est ça qui fait que j'ai tenu sur le long terme. Bon, après, bien sûr, il y a toujours l'intérêt financier, économique qui est derrière, on va pas se leurrer. Mais il faut aussi qu'il y ait du plaisir. Et moi, ça a toujours été le leitmotiv de ce projet, c'est me faire plaisir et faire des choses qui me plaisent. Et je pense qu'en mettant de l'amour dans ce qu'on fait, on crée un beau produit et les gens le ressentent et aiment utiliser ce qu'on a créé. Être à l'écoute de soi-même, parce que tout ce que tu décris là, finalement, c'est être à l'écoute de qui on est. Toi, tu sais que tu es quelqu'un qui a plutôt une aversion au risque important, qui aime créer des choses, et tu as tout adapté ton parcours autour de ça. Donc finalement, tu as alimenté ton bonheur, tout en bien sûr prenant des risques. Parce qu'au moment de signer ton crédit, par exemple, je suppose que, bien entendu, que t'as eu un petit peu, t'as été un petit peu anxieux, et c'est bien normal. Je dirais que finalement, le risque, j'aime le risque, mais je dois. En fait, ouais, je mitigerai un peu ton propos là-dessus, c'est qu'en fait, j'aime prendre des risques, mais je dois être certain que ça va fonctionner. Ou en tout cas, la probabilité de succès derrière, elle doit être concrète. J'aurais jamais fait un prêt sans avoir de chiffre d'affaires. Une toute dernière question pour finir. On a souvent parlé de liberté avec toi dans ce podcast. Tu l'as vécu de diverses manières en tant que créateur de ta solution, sans créer la boîte. Ensuite, tu as vendu cette solution. Tu l'as vécu en tant que prestataire sur des royalties. Maintenant, tu es chef d'entreprise avec un crédit, etc. Mais tu as ta liberté totale d'action. Alors finalement, est-ce que tu l'as trouvée, cette liberté? Et est-ce que la liberté a des contreparties? Ou est-ce qu'elle peut être absolue? En fait, ma conclusion, c'est que dans le fond, la liberté, en tout cas quand on a des clients ou qu'on a besoin d'argent, elle n'existe pas. On gagne en autonomie et en liberté de choix. Mais à un moment donné, il faut faire des choix contraints par les réalités du marché, par les clients, par les besoins des clients. Et donc, en fait, je suis au service de mes clients.
La chance que j'ai, c'est que je n'ai pas un seul client autocrate qui a pouvoir de vie ou de mort sur moi. J'ai plein de petits clients. Et du coup, ça me donne une certaine capacité de dire oui ou non à quelqu'un, si je me fais en guirlandais sur mon support, je peux lui dire mon stop, on arrête là. Si vous n'êtes pas content, bah, vous arrêtez l'abonnement, quoi. Donc j'ai une liberté d'emploi du temps, j'ai une liberté d'orientation stratégique, mais ma stratégie est guidée par le contexte. Je peux pas vraiment faire ce que je veux au final. Il y a aussi le besoin de rigueur dans le travail et toujours avancer, même s'il y a du plaisir, on n'arrive à rien sans rigueur. Et par exemple, quand je développe une nouvelle fonctionnalité, il y a 20% de celle-ci qui est la phase de découverte, qui est la phase de création qui est intéressante. Et par contre, il y a 80% du temps suivant qui est la fiabilisation, la structuration et le fait de rendre quelque chose de professionnel et viable. Et donc ce temps-là, je suis bien obligé de le faire et sans rigueur et sans me mettre au travail sérieusement alors que j'ai pas forcément envie de me lever le matin, bah, je suis bien obligé de le faire, quoi. Donc j'ai gagné en liberté d'action, liberté financière et en liberté d'emploi du temps, mais pour que le projet grandisse et continue de se développer, il faut bien que je me mette au travail et que j'avance. Et par contre, là aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur solo, mon destin est entre mes mains. Par contre, la motivation est quadruplée. C'est-à-dire que entre la phase où on est seul, enfin on est maître de son projet et quand on est freelance pour une entreprise qui a racheté le projet, je t'avoue que c'était plus délicat pour moi d'être aussi motivé. Je faisais le travail, j'essayais de faire au mieux, mais j'étais un peu moins impliqué, je dirais. Et c'était quelque part sain pour une vie personnelle ou une vie du quotidien. Parce qu'on est moins imprégné, enfin, moi, le ride control, j'y pense le matin, j'y pense le midi, j'y pense le soir, j'y pense la nuit. Pas à mal, hein. C'est passionnant, mais il n'y a que ça qui compte, entre guillemets. Mais il faut pas oublier le reste. Là où quand j'étais peut-être pas à mon compte, je me détachais de tout ça et je voyais plus les aspects financiers de potentiel, quoi. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment repris le profil d'entrepreneur qui ne pense qu'à sa boîte. Donc, avec ses bons et ses mauvais côtés. Donc, motivation quadruplée, mais il faut pas que j'oublie la vie personnelle et les projets perso. Donc on retiendra que oui, entreprendre pour être libre, c'est possible, mais attention, avec une liberté qui est à définir et qui n'est pas celle qu'on imagine. Merci Maxime pour cet entretien, c'était vraiment hyper intéressant. Merci Steven, je suis content que tu aies fait appel à moi. Et puis, nous, on se connaît depuis quelques années quand même, hein, et on est amis en dehors de ce podcast. Donc, merci de ta confiance. Et puis pour tous ceux qui seraient intéressés par l'écriture ou tout simplement d'écrire ce qu'est ta plateforme Ride Control, eh ben, je mettrai le lien vers la plateforme dans la description. Merci beaucoup Maxime et puis bonne continuation dans cette nouvelle vie d'entrepreneur, dans ta 3e finalement que tu vis avec le même projet. Et on souhaite plein de réussite à la plateforme. Merci Steven, à très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous désirez nous donner un coup de pouce, laissez-nous un petit commentaire et parlez-en autour de vous, cela nous aiderait énormément. Enfin, si vous désirez retrouver quelques astuces d'entrepreneurs, allez faire un tour sur notre site entrepreneurlambda.fr, que je tâcherai de compléter au gré des épisodes. À très bientôt!